Alors, une vidéo pour donner quelques indications pour le devoir maison numéro 2 à faire pendant ces vacances. Donc, l'exercice 1 concerne la chute d'une bille. Alors, le mouvement se fait en deux phases. Du point O au point S, on a une chute libre sans vitesse initiale. Donc, on aura une chute verticale, en fait, qui va être uniformément accélérée. Alors, attention, c'est pas du tout. Enfin, le vecteur vitesse initiale, là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas non plus incliné par rapport à l'horizontale. D'accord? Bon, déjà, il est nul. Donc, ce n'est pas un tir parabolique, là, c'est une chute verticale. Voilà. Donc, on nous donne l'axe OX orienté vers le bas. Donc, on se laisse guider par l'énoncé. Donc, évidemment, on va choisir un vecteur unitaire ici. Mettons vecteur I comme ceci. Enfin, pas comme ceci. Le vecteur I est dans le sens de OX, hein, mais on pourrait l'appeler UX. On l'appelle vecteur I. Voilà, donc là, on applique le principe fondamental de la dynamique sur la phase 1 entre O et S. Et un raisonnement qu'on a déjà fait plusieurs fois, raisonnement très classique, on va intégrer deux fois pour avoir l'expression de la vitesse et la position. Alors, il faut juste faire attention, c'est toujours la même problématique. Vous avez tendance un peu trop rapidement à dire que A, c'est dv sur dt. Attention. Ça, c'est pas vrai dans tous les cas. Regardez bien comment est le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il est clairement comme ça. Le vecteur accélération, il est clairement aussi pareil ici. Voilà. Mais revenez toujours à la définition première des vecteurs accélération et vitesse. Donc, la relation vectorielle est toujours vraie. La relation entre coordonnées suivant les x est toujours vraie. Mais est-ce que AX égale à A, la norme de l'accélération, et que VX égale à V, la norme de la vitesse? Ça, ce n'est pas toujours vrai. Donc, le passage à A égale dV sur dt. Attention, des fois c'est vrai, comme ici. Je trouve que là, ça va être vrai. Et ce n'est pas toujours vrai. Donc, vous intégrez deux fois pour voir la vitesse et la position. Je vous donne quelques petits résultats intermédiaires. Ça peut vous aider à contrôler si vous avez les bonnes expressions. Alors, on nous demande dans la question 1.2 le temps mis pour atteindre le point S et VS, la vitesse de la bille au point S. Donc, si on fait le raisonnement que je viens de donner et qu'on fait ça proprement, il faut s'appliquer également dans la rigueur rédactionnelle. Donc, on obtient que TS, c'est racine de résultat très classique en physique de H sur G. H étant la hauteur de chute, G la valeur du champ de pesanteur. Ça, c'est pour la question 1.2. Et ça, c'est le temps que met le bille pour atteindre le point S, et la vitesse de la bille au point S, racine de 2GH. Voilà. Petite parenthèse, si cette expression, je la transforme pour isoler H, alors ce n'est pas du tout demandé ici, mais c'est une application un petit peu concrète de cette relation. Si j'isole H à partir de la relation de TS, j'obtiens ça. Si je lâche un caillou de... Alors, je fais attention qu'il n'y ait personne en dessous, évidemment. Si je lâche un caillou d'un pont qui va tomber dans l'eau, mettons, je peux estimer la hauteur de chute du caillou entre le pont et l'eau en calculant le temps que met le caillou pour arriver dans l'eau, donc TS. Mettons, si je trouve, mettons, je chronomètre pour être un peu plus précis. Je trouve 2 secondes et je fais 1,5 fois G que j'estime à la valeur de 10 mètres secondes moins 2, 2 secondes au carré. C'est 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 10, ça fait 40. Divisé par 2, ça fait 20. J'estime la hauteur du pont à 20 mètres. Voilà.
Attention en faisant de grosses hypothèses, en faisant l'hypothèse que le caillou est en chute libre. Sur une hauteur de 20 mètres, c'est peut-être pas si raisonnable que ça, mais ça me donne une estimation de la hauteur du pont. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Revenons à l'exercice qui nous concerne. Donc, voilà, bon, la première partie, elle est assez facile. La deuxième partie est plus difficile puisqu'on considère que le caillou, il va rentrer dans l'eau à partir du point S. Donc, une nouvelle force rentre en ligne de compte, la force de frottement du liquide sur la bille. On applique le principe fondamental de la dynamique au système étudié. Mais là, il y a deux forces. Il y a le poids. Je rappelle au passage que la gravité, ce n'est pas une autre force. Hein. Certains ont confondu dans le devoir, là, j'en profite pour dire un petit commentaire sur le devoir, hein, que vecteur G, c'était une autre force. Non, le poids, c'est mg. Hein. Vecteur G, vecteur champ de pesanteur. Donc, vecteur G, ce n'est pas une nouvelle force. Hein. Elle est associée au poids. C'est un champ de pesanteur, ce n'est pas une force. D'accord? Donc là, ici, on a le poids et la force de frottement du liquide sur la bille, moins K vecteur V. Alors attention, quand vous projetez le principe fondamental de la dynamique sur l'axe, là il y a grosse magouille de signes. Hein, parce que vous ne savez pas comment vous débrouiller de ce moins K vecteur V. Alors, ce qui peut être intéressant ici, je vous rappelle que là, dans l'exercice, l'axe X est vers le bas. Le vecteur vitesse, il est comme ceci. Ça peut être donner une expression vecteur V. Donc, vecteur V, il est dirigé suivant l'axe des X. La bille tombe verticalement vers le bas. Donc, ici, ça sera sa norme, vecteur I, l'expression du vecteur vitesse, hein, voilà, plus V, vecteur I, avec V positif. Donc là, si je remplace dans l'expression du vecteur F, ça fait moins K V vecteur I, avec K positif, V positif, donc tout ça positif, tout ça c'est positif. Donc si je prends en compte le signe moins, évidemment tout ça c'est négatif. Donc ça veut dire que la coordonnée du vecteur force c'est de sens contraire, négatif, pardon, la coordonnée du vecteur force F est négative, ça veut dire que la force F est de sens contraire au vecteur I, ce qui est cohérent. Voilà. Et quand vous allez projeter ce vecteur F, faites bien attention, c'est là où, je ne sais pas, vous rajoutez des signes moins, vous en enlevez. Alors, donc le principe fondamental de la dynamique, là, ça va donner ça pour le système étudié. Là, quand vous projetez suivant OX, projection suivant OX, je n'écris pas tout pour aller un petit peu plus vite. Faites attention à ce que ça va donner. Voilà, il n'y a pas des signes moins à rajouter. Alors, quand on fait ça, donc là, on est dans la deuxième partie de l'exercice 1, on aboutit à une équation différentielle. Alors, une équation différentielle sur la vitesse, il faut trouver une équation différentielle sur la vitesse, ça va être une équation du premier ordre, à coefficient constant avec second membre, qui sera de la forme, alors j'utilise la fonction y, hein, mais ça sera la vitesse, hein. C'est pour faire le lien mathématique, vous aurez une équation de la forme qu'on a déjà vue en tout début d'année, y point de t, donc la dérivée de la fonction y, plus une constante a fois la fonction y égale b. B est une constante. Ok, donc vous allez avoir une équation de cet ordre-là sur la vitesse avec y qui correspondra à la vitesse de la bille. N'oubliez pas qu'il faut connaître par cœur les solutions d'une telle équation différentielle. Voilà. Et que quand vous donnez les solutions, une nouvelle constante apparaît, la constante d'intégration. Et que cette constante, il faut la déterminer grâce aux conditions initiales. Et là, les conditions initiales, faites bien attention, on est dans la deuxième partie. Donc, quand la bille, on est entre S, on est dans l'eau, donc on est à partir du point S, puis vers le bas. Voilà, donc la condition initiale pour cette deuxième phase du mouvement, c'est au point S. Donc, il faut refaire une nouvelle origine des temps.
au point S, la vitesse initiale de la bille correspond à la vitesse finale de la bille lors de la première phase. Je la refais. La vitesse initiale de la bille dans la phase 2, on change de phase, on change d'équation, donc on refait une origine de temps. La vitesse initiale de la bille au point S correspond à la vitesse finale de la bille de la phase 1. La vitesse initiale de la bille dans la phase 2 correspond à la vitesse finale de la bille dans la phase 1. Voilà. Et grâce à ça, on trouve la fonction v de t, la vitesse en fonction du temps. Et on ne demande pas le graphique, mais la vitesse étant vers une vitesse limite, comme bien souvent dans ce type d'équation. Bon. Alors peut-être pour la dernière question de la question 4 ici, déterminer la hauteur h' qu'il faut lâcher la bille pour qu'elle descende dans le liquide avec un mouvement rectiligne uniforme. Bon, c'est-à-dire en fait le h', de quelle hauteur faut-il lâcher la bille pour que dans l'eau, elle ait un mouvement rectiligne uniforme directement à partir du point S. Voilà. Donc en fait, il faut que la vitesse finale de la bille de la phase 1 soit égale à la vitesse limite de la bille de la phase 2. Bon, ça, vous pouvez le comprendre que quand vous aurez interprété les questions 2 et 3, là, quand vous aurez fait les questions 2 et 3. J'ai dit l'essentiel pour bien démarrer l'exercice. Alors, l'exercice 2. Donc, on retrouve avec plaisir une poulie, un fil inextensible de masse négligeable, une poulie parfaite de masse négligeable, sans frottement, etc. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique séparément aux deux solides, celui-ci de masse grand M et celui-ci de masse petit m. OK. Dans un premier temps, dans la question 1, on est à l'équilibre. Choisir des axes. Choisir des axes. Alors moi, dans ma correction, j'ai choisi un axe Y vertical comme ceci vers le haut. On peut très bien le choisir vertical vers le bas. Un axe existe comme ça. Est-ce que j'ai dit qu'on peut le choisir vertical vers le bas? Oui, on peut le choisir vertical vers le bas, oui, effectivement. Bon, alors, du coup, on est à l'équilibre. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le solide, celui-ci, hein, je répète, on applique le principe fondamental de la dynamique séparément aux deux solides. Donc, l'huile est en équilibre. Je regarde sur ce solide quelles sont les forces extérieures. Voilà, j'y reviendrai. Alors là, il n'y a pas de problème, mais par exemple, dans le cas d'une voiture, la force motrice du moteur, c'est une force intérieure. Hein. Bon, bref, donc je regarde les forces extérieures. Ah, je vous donne ça pour bien démarrer. On a la tension du fil. Voilà, que je vais appeler T1. On a son poids. Je vais vite, allez, on a la réaction normale du support. Voilà, et on a une force de frottement F. Donc, quand on est dans la question 1, tout ça, la somme vectorielle des quatre forces est égale au vecteur nul. Vecteur nul. La somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul selon le principe fondamental de la dynamique ou le principe d'inertie. On fait pareil pour la masse petit m qui est ici soumise à son poids. Alors, ce n'est pas le même. Hein. Ce n'est pas la même valeur, donc il faut l'appeler différemment. Hein. Il faut l'appeler P1, P2. La tension du fil ici, que je vais appeler T2. Rappelez, il y a quelque chose à savoir sur la poulie. Quand deux solides sont reliés par un fil inextensible, une poulie parfaite, la norme des deux tensions sont égales. Donc, en appliquant
le principe fondamental de la dynamique aux deux objets séparément, en tenant compte de ce que je viens de dire, on peut déterminer le coefficient statique Ks. Il faut juste bien faire attention dans les manipulations mathématiques des expressions. Hein. Voilà. Alors, dans la question 2, alors là, par contre, il y a un mouvement. Le solide S, sa masse est légèrement différente. Elle est supérieure. Donc là, en fait, dans la question 1, on s'était placé à la limite du glissement. On est à la limite du glissement, mais c'est en équilibre, mais à la limite du glissement. Là, la masse du S est de 60 grammes au lieu de 50, donc ça va... pardon, la masse M ici est de 60 grammes au lieu de 50 grammes, donc la tension exercée par le fil sur la masse grand M va être plus grande, légèrement plus grande, donc il va glisser vers la droite. Donc il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique aux deux systèmes séparément, mais là il y a mouvement. Donc les deux solides ont une accélération dont la norme sera égale. Les normes, dans la question 2, les normes des deux accélérations seront égales. Elles ne seront pas à la même direction. Donc là, je suis sur la question 2. Sur la question 2. Donc l'accélération du solide, là, elle sera comme ça. Vecteur A1, de façon très intuitive. Hein. Alors, un petit mot que vous aimez bien, là, de façon triviale, les accélérations auront même valeur, même norme, mais les directions ne seront pas les mêmes. Forcément. Voilà, et en appliquant ça, et en faisant attention aux relations, hein, vous allez avoir, en fait, il faut trouver 4 équations parce que vous allez avoir 4 inconnus. Hein. Il faut trouver 4 équations dans la question 2, là. Dans la question 2. Vous avez la relation fondamentale de la dynamique du solide grand M, de masse grand M, projection sur OX, projection sur OY, ça fait 2 relations. Vous avez le principe fondamental de la dynamique de l'objet de masse petit m. Là, il n'y a qu'une seule projection qui est intéressante, c'est celle sur OY, celle sur OX, elle n'a aucun sens, tout est nul. Hein. Donc ça fait une 3e relation. Et vous avez une 4e relation qui est la relation entre la force de frottement du solide S sur le plan, RT sur Rn avec le coefficient de frottement dynamique. Alors, en fait, attention, là, par rapport à la question 1, la force de frottement n'est plus la même, donc on ne peut plus l'appeler pareil, c'est F'. Il y a des choses qui changent, la tension n'est plus la même, puisque la masse petit m a changé. Alors, on ne peut pas réutiliser, il faut faire très attention quand on réutilise des résultats obtenus dans les questions précédentes, de la question 1, quand on veut réutiliser des résultats de la question 2, toujours se poser la question, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui ne va pas changer? La question 3, encore un petit peu plus difficile, puisque là, on imagine quand la masse M, on reprend la question 2, mais on rajoute quelque chose de supplémentaire. Admettons que la masse M, au lieu d'être dans l'air, mais elle est plonge dans un liquide, et elle subit une force de frottement. Donc pareil, là, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique séparément aux deux solides. Voilà, attention, c'est la masse petit m qui subit la force de frottement fluide, là. Voilà. Et pour trouver une équation différentielle, l'équation différentielle de mouvement, ok, alors là, on ne demande pas de chercher les solutions. On demande l'équation différentielle que subit soit le solide M, soit le solide de masse grand M, soit le solide de masse petit m. Bon, je réexplique là, c'était pas clair. Bon. Dans la 3e partie, donc on reprend la question 2, mais on rajoute des forcements fluides sur la masse petit m. Donc là, le solide de masse grand M est toujours soumis à la tension du fil, à la réaction normale, au poids, à la force de frottement solide entre lui et son plan, son support.
La masse petit m subit la tension du fil, son poids, plus la force de frottement fluide. Il faut appliquer séparément le principe fondamental de la limite à la masse grand M à la masse petit m. Voilà. On met en relation ces deux équations et on trouve l'équation différentielle du mouvement. C'est peut-être la question la plus difficile du DM. Là. Bon, je m'arrête là, j'ai donné quand même pas mal d'indications.